Wendy scruta la pièce, son regard parcourant les visages familiers et marqués par l'âge. C'était son sanctuaire, l'endroit où elle avait toujours cherché réconfort et paix intérieure. Astérisque je comprends, astérisque pensa-t-elle. Astérisque aujourd'hui est le jour du jugement astérisque. S'efforcer d'améliorer le monde, même pour une seule, petite journée. C'est mon jour de commémoration. Un frisson la parcourut, mais elle se força à se ressaisir. Soudain, elle prit conscience du poids de 2 minuscules sphères d'acier nichées dans sa paume. Avec une aisance acquise par l'habitude, elle commença à les faire tourner distraitement. Au moment même où son attention se concentrait sur la danse douce et rythmique des billes, son ami Pam entra dans la pièce, débordant de son énergie caractéristique. Wendy croisa son regard et lui fit signe de s'approcher. Pamela termina sa tâche et s'approcha d'un pas nonchalant, son sourire rayonnant de chaleur. « Salut, Wendy », la salua-t-elle. « Puis-je t'apporter quelque chose ?» répondit Wendy. « Non, Pam. Aujourd'hui est le jour où j'ai l'intention de faire quelque chose pour toi. J'ai besoin d'environ 30 minutes de ton temps, loin de tes obligations. Un endroit calme. Est-ce possible ? Bien sûr, Wendy, répondit Pam. Mais pas aujourd'hui. Plus tard. Il y a une réunion du personnel prévue pendant ma pause habituelle. Et demain. Une vague de déception traversa le visage de Wendy. Elle avait passé des jours à se préparer mentalement à cette conversation. Cette préparation s'était étalée sur plusieurs jours, entraînant des nuits ponctuées d'insomnie. La perspective d'une autre nuit blanche lui semblait insupportable. Elle serra plus fort les billes de prière dans sa main et prit une décision. L'éclat déterminé dans ses yeux se mua en un regard de résignation. C'est crucial, Pam. Il s'agit de l'homme que je t'ai vu embrasser près de l'entrée de service la semaine dernière. Il est bien trop jeune pour être ton mari. Cette simple déclaration figea Pamela. Elle se souvint immédiatement du jour auquel Wendy faisait allusion. Elle avait partagé un baiser furtif avec Randall, l'un des cuisiniers, en s'assurant qu'il soit caché de la vue du premier étage. Elle n'avait pas pensé qu'ils étaient visibles depuis les étages supérieurs. Cette révélation était à la fois mortifiante et extrêmement périlleuse. Si des rumeurs parvenaient à son mari, elle risquait de perdre la vie de famille idyllique qu'elle avait patiemment cultivée. Et pourtant, ce n'était décidément pas le souci de Wendy. Ce que je partage avec Randall n'est pas si sérieux, Wendy. C'est juste un peu de plaisir quand. Tais-toi, Pam. Nous devons avoir une discussion urgente. Prends aujourd'hui. Surprise par l'assurance inhabituelle de Wendy, Pamela scruta son amie comme si elle la voyait pour la première fois. Elle dut réprimer l'envie de dire à Wendy de se mêler de ses affaires. Dans la main de Wendy, les billes s'entrechoquaient, le son résonnant bruyamment. Avec une expression de profonde angoisse, Wendy parla une fois de plus. « S'il te plaît, Pam, tu dois comprendre le risque que tu prends. Tu dois entendre mon histoire. » Astérisque n'importe quoi, astérisque pensa Pam. Astérisque plus probablement, tu as besoin de te décharger en me racontant ton histoire, astérisque néanmoins, elle choisit de pécher par excès de prudence. Très bien, Wendy, allons au solarium. Il devrait y être tranquille à 7 heures. J'ai juste besoin de finaliser quelque chose, puis je te rejoins dans environ 10 minutes. Est-ce que ça te convient? Wendy acquiesça et regarda Pam s'éloigner rapidement avant de se diriger vers le lieu de rendez-vous convenu. Pamela trouva Wendy là à l'heure convenue, les doigts serrés autour de ses billes anti-stress qu'elle faisait grincer, le visage marqué par la tension. Pam était irritée. Randall n'avait été qu'une distraction inoffensive, un plaisir fugace qui ne portait pas atteinte à sa relation avec Jake et les garçons. Elle s'assit à côté de Wendy, prête à défendre ses actions. Mais Wendy prit la parole la première. « Je me fiche de savoir si tu as couché avec cet homme. C'est hors de propos. Je ne peux qu'imaginer les rationalisations pathétiques que tu t'es faites. Probablement les mêmes que je me récitais autrefois. » Cette remarque était si inhabituelle pour Wendy que Pam se tut, stupéfaite. « J'ai trompé mon mari, et ça m'a tout coûté. » Pamela observa les yeux de Wendy se voiler, perdant leur concentration. La main droite de Wendy manipulait les billes de prière avec des mouvements frénétiques et inconscients. En tant qu'infirmière, Pam les reconnut comme un mécanisme d'adaptation, probablement prescrit par un thérapeute ou un psychiatre. En vérité, elle était réticente à entendre ce que Wendy avait à dire. Cela lui semblait peu pertinent par rapport à sa situation.
Elle avait été extrêmement discrète avec Randall, et d'ailleurs, ils n'étaient pas allés jusqu'au bout. S'ils allaient un jour jusqu'au bout. Et c'était un astérisque si astérisque important. Quel malheur pourrait bien survenir? Elle pourrait avoir à apaiser quelques égos blessés, peut-être avaler une pilule amère pendant un certain temps. Mais que son mari divorce? Cela n'arriverait jamais. Il ne mettrait jamais en péril son accès à ses enfants. Pourtant, quel mal pourrait-il y avoir à écouter Wendy? De toute évidence, elle avait besoin de se décharger. Pam attendit patiemment. Je n'en fais pas grand cas, mais j'étais médecin, autrefois. Non, je vais trop vite. Laisse-moi commencer par le tout début. J'ai rencontré mon futur mari peu après avoir terminé mon internat en médecine. Je voulais rester dans la métropole, et le seul poste que j'ai pu obtenir était au service de traumatologie de l'hôpital municipal. Rani, l'homme que j'ai fini par épouser, a été admis à l'hôpital un soir après s'être blessé au football. Enfin, je ne vous assommerai pas avec les menus détails de notre cours, mais qu'il suffise de dire que 2 ans plus tard, nous étions mariés. J'avais 28 ans à l'époque, et 1 an plus tard, nous avons eu un fils. Il n'était pas nécessaire d'être un psychologue de renommée mondiale pour discerner combien il était difficile pour Wendy de prononcer le nom de son premier-né. Elle était tellement bouleversée que les balles anti-stress lui ont échappé des mains, et elle a dû se précipiter pour les récupérer de l'autre côté du sol. Pamela l'a aidée en ramassant une. Elle n'avait jamais vraiment examiné les balles de Wendy auparavant, ou plutôt, jamais d'aussi près. Leur apparence ne ressemblait à aucune autre qu'elle avait vue, bien qu'elle ne puisse pas tout à fait articuler pourquoi. Une fois qu'elles ont été de retour en possession de Wendy, elle a visiblement retrouvé son calme. Nous avons décidé que je deviendrais mère au foyer. Comme la carrière de Rani décollait, et c'était vrai, les heures aux urgences étaient épuisantes. Nous avions toujours envisagé d'avoir 2 enfants, alors quand mon aîné n'avait que 18 mois, nous avons eu un autre fils, et j'ai commencé à prendre la pilule. Une fois de plus, les noms des enfants étaient ostensiblement absents de son récit. Je suis resté à la maison jusqu'à ce que notre cadet ait 5 ans et commence l'école. Puis, quelqu'un a fait remarquer que si je ne reprenais pas le travail bientôt, je risquais de perdre mon autorisation d'exercer. Alors, pour moi, c'était le retour aux urgences. Rani était incroyablement compréhensif, et heureusement, sa carrière était florissante, ce qui lui permettait d'adapter ses horaires pour être à la maison quand les garçons rentraient de l'école. Nous avions aussi engagé une nounou pour les moments où il ne pouvait tout simplement pas être là et pour nous aider avec les repas. Rani était orphelin, et à ce moment-là, mes 2 parents étaient décédés à peu près au même moment. Nous avons perdu plusieurs médecins à l'hôpital, et tout est devenu encore plus difficile. J'étais constamment épuisé. C'était affreux. Wendy fit une pause, paraissant angoissée, et Pamela réalisa qu'elles avaient atteint la partie de l'histoire qui pesait lourdement sur sa conscience. Elle attendit. Je ne sais pas pourquoi ça a commencé, et je ne vais pas vous accabler de toutes les excuses fallacieuses que je me suis données. J'ai réalisé que c'était des absurdités totales après que tout se soit passé. À ce moment-là, Wendy baissa la tête, mais pas avant que Pamela ne remarque les larmes qui coulaient, et pas seulement ruisselaient, de ses yeux. Pam se sentit mal à l'aise d'être témoin d'une tristesse aussi profonde. Elle se demanda comment Wendy avait réussi à endurer une misère aussi profonde. Comment la douleur pouvait-elle encore être aussi vive et à vif? Pam ressentit l'impulsion de serrer son amie dans ses bras, mais c'était contraire aux règles. Elle attendit. Finalement, Wendy continua d'une voix si basse que Pam dut se pencher pour l'entendre clairement. C'était un nouvel interne aux urgences, et j'ai été désigné comme son mentor. Mon amant. Une autre longue pause. Encore plus de larmes, encore plus de pression sur les balles anti-stress. Pam jeta un coup d'œil furtif à sa montre, mal à l'aise quant au temps que cela prendrait, appréhendant ce qui pourrait se produire si elle interrompait. Elle choisit de rester silencieuse et d'attendre. Au début, on ne le faisait qu'à l'hôpital, rapidement, juste pour soulager le stress tous les quelques jours. Mais ensuite, stupidement, j'ai commencé à aller chez lui après la fin de nos quarts de travail. C'était facile à cacher à ma famille. Mes horaires étaient tellement irréguliers. Rani ne se doutait de rien. J'étais une imbécile, Pam. Tout comme toi avec ton jeune amant, le cuisinier. Je crois que j'étais accro au sexe avec mon amant. Je pouvais faire toutes les choses que j'avais trop peur de demander à mon mari. Les filles bien ne font tout simplement pas certaines des choses que nous avons faites. Elle s'arrêta et secoua la tête,
tournant son regard tourmenté vers Pam. Pam se raidit, essayant de réprimer un frisson. Elle voulait détourner les yeux. Le regard de Wendy était trop intense, trop angoissant. Les lignes de tension tendues se dessinaient autour de ses yeux, ses lèvres serrées par la douleur. C'était trop. Elle ne voulait plus entendre l'histoire de Wendy. Chaque phrase lui semblait maintenant être une intrusion dans quelque chose de bien trop personnel. Et le pire était encore à venir. Pam le sentait. Je suis retombée enceinte. Je ne sais pas comment c'est arrivé. C'est arrivé, je suppose. Wendy sanglotait maintenant de manière incontrôlable. Pam ne pouvait tout simplement pas retenir ses pensées. C'était l'enfant de ton amant? Wendy, trop submergée par les larmes pour répondre à voix haute, se contenta de secouer la tête, éclaboussant la main de Pam de larmes. Finalement, Wendy se reprit. J'étais terrifiée. Et bien sûr, il a essayé de me faire pression pour que j'avorte. Mais s'il y avait ne serait-ce qu'une chance sur 1 million que ce soit l'enfant de Rani, je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais tout simplement pas. Cela a creusé un fossé entre mon amant et moi, et j'ai mis fin à notre relation. Je n'ai jamais découvert qui était son père. J'avais encore des relations intimes avec mon mari de temps en temps. Ça aurait tout aussi bien pu être son enfant. Cette grossesse fut différente. Mes 2 premières s'étaient déroulées sans complications, mais cette fois, à 6 mois, j'ai été hospitalisé. Le placenta s'était décollé de la paroi utérine, empêchant le bébé de recevoir suffisamment d'oxygène et de nutriments. Elle ne grandissait pas, j'ai donc dû rester alité jusqu'à ce qu'il soit possible de provoquer l'accouchement. Pauvre Rani. Avec la nounou, il a dû tout gérer pour nos fils. Ils étaient effrayés et anxieux, il a donc dû réduire ses heures de travail pour passer plus de temps avec eux. Ce fut une période si stressante pour nous tous. Les garçons voulaient grimper sur moi quand ils venaient me rendre visite et s'accrochaient à moi quand il était temps de partir. La seule éclaircie dans toute cette épreuve fut le renforcement du lien déjà profond entre Rani et ses fils. Nous rappelions constamment aux garçons d'être doux avec leur mère, en leur expliquant que le bébé en elle n'allait pas bien et, par conséquent, méritait une attention particulière. Ils ont embrassé cette idée de tout cœur, la traitant comme une personne vraiment spéciale. À son arrivée dans le monde, les garçons ont manifesté une affection possessive, ne voulant personne d'autre près d'elle. Elle était perçue comme un ange, un bébé exceptionnellement bien élevé. Je crois qu'elle sentait l'amour profond qui l'entourait. Dès sa naissance, elle est instantanément devenue le centre chéri de l'univers de Rani et du mien, tandis que ses frères ont assumé le rôle de ses protecteurs dévoués. Ses habitudes nocturnes, cependant, ressemblaient aux miennes. Il n'y avait aucun trait physique discernable indiquant sa filiation, que ce soit avec Rani ou mon amant, une vérité que j'évitais délibérément de contempler. Dans mon esprit, elle était sans équivoque la fille de Rani. Lui, bien sûr, restait béatement ignorant de la possibilité qu'il ne soit pas son père biologique. Wendy s'arrêta une fois de plus, son regard dérivant au loin. Pam, la connaissant depuis 5 ans, était stupéfaite d'apprendre pour la première fois l'existence du mari, des 2 fils et d'une fille de Wendy. Elle avait toujours cru être sa plus proche confidente. Pam, elle-même profondément attachée à sa propre mère, ne pouvait imaginer endurer ne serait-ce qu'une seule semaine sans la voir. À en juger par le torrent de larmes, Pam supposait que la situation dépassait les récents tests ADN de Rani et son départ consécutif avec leur fils et leur fille. Les tribunaux favorisaient invariablement la mère, quelle que soit sa cruauté potentielle. Pam en déduisait raisonnablement que ces événements devaient s'être produits lorsque Wendy était dans la trentaine, compte tenu de la douleur et du remords persistant qu'elle manifestait encore. Un événement d'une profonde portée avait dû se produire, et Pam reconnut la nécessité de le traiter avec délicatesse. Elle souhaitait éviter d'exacerber la souffrance de Wendy, mais simultanément, Pam avait besoin de reprendre son travail. Par conséquent, la question se posait, comment Rani a-t-il découvert la vérité? Wendy s'est-elle confessée? Comment a-t-il appris que sa fille n'était pas vraiment la sienne? Wendy répondit rapidement et résolument. Il ne l'a jamais su. Et que s'est-il passé alors? A-t-il découvert votre liaison? La lui avez-vous révélée? Les larmes avaient maintenant cessé, le puits s'étant manifestement tari. Cependant, leur absence ne diminuait pas l'expression de tourment gravée sur le visage de Wendy. Au contraire, elle apparaissait maintenant dépourvue de toute vitalité, comme une enveloppe desséchée. Pamela avait du mal à déterminer quel état était le plus pénible. Non, je ne lui ai pas dit.
C'est la police qui l'a fait. Après avoir commis un acte de profonde stupidité, les mots de Wendy jaillirent comme un cheval galopant vers son écurie. Si l'évaluation de Pam était exacte, Wendy adhérait au principe du « arracher le pansement d'un coup ». Quand ma fille avait environ 6 mois, mon ancien amant a repris contact. À ce moment-là, il était déjà employé dans un autre hôpital, et je ne l'avais pas vu depuis plus d'1 an. Sottement, j'ai accepté de le rencontrer, et dans un moment de faiblesse, je me suis retrouvé de nouveau dans son lit. J'ai commencé à confier le bébé à notre ancienne nounou, qui assurait maintenant une assistance à temps partiel quelques jours par semaine, me permettant de simuler la prise de temps personnel pour moi. Oh non, pensa Pamela. La sotte a fini par être négligente, et son mari a dû découvrir la vérité. Cela a continué pendant environ 3 mois. Cependant, ma conscience a commencé à me peser lourdement. Rani avait été incroyablement soutenant tout au long de ma dernière grossesse. Cela a favorisé un lien plus profond entre nous, comme si j'avais redécouvert mon amour pour mon mari. Il était vraiment merveilleux. Il s'est même porté volontaire pour subir une vasectomie afin de m'épargner de revivre une grossesse aussi éprouvante. Je me sentais aussi misérable que possible. J'ai fait plusieurs tentatives pour mettre fin à la liaison, mais je manquais tout simplement de force. Si seulement j'avais eu plus de résolution. La dernière fois que je suis allé dans l'appartement de mon amant, j'étais fermement résolu à tenir bon et à mettre fin à la relation. Il s'est lancé dans un long récit larmoyant de son amour profond pour moi et a plaidé pour une dernière étreinte. Wendy laissa échapper un reniflement sec, son expression cinglante. Pam perçut dans ses yeux le profond dégoût que Wendy éprouvait pour elle-même. Si j'avais su que c'était la dernière fois que je me livrais à une activité sexuelle, j'aurais peut-être essayé d'en tirer plus de plaisir. Mon amant m'a imploré d'explorer quelque chose d'inhabituel. J'étais intrigué, et reconnaissant que je n'aurais probablement jamais une autre occasion, j'ai acquiescé. Il a été patient et méthodique dans son approche. Près d'1 heure, je crois. Cependant, je n'y ai jamais pris véritablement plaisir. Wendy cessa brusquement de parler, son regard fixé sur le vide. Pamela fut stupéfaite par la révélation de Wendy, qui avait depuis lors renoncé à toute relation sexuelle. Pam elle-même s'était une fois éloignée de son mari pendant 3 semaines à cause d'un désaccord. Cependant, c'était elle qui était finalement retournée dans son lit, et non Jake qui l'avait courtisée. La suite des événements se déroula avec une telle rapidité que Pamela eut l'impression de les percevoir comme à travers un brouillard. Avec une expression de sombre résolution, Wendy posa délicatement les boules de relaxation sur ses genoux avant de s'écraser violemment le visage sur le dessus de table inflexible, non pas 1, mais 2 fois. Le sang gicla dans toutes les directions, éclaboussant Pamela. Au moment où Pamela réagit, le corps de Wendy s'était effondré sur le côté sur le sol, sa tête heurtant la moquette dans un bruit sourd et étouffé. Ce son feutré ne diminua en rien l'horreur de la scène. Le corps de Wendy devint complètement inerte dans l'inconscience, mais le sang continuait de couler abondamment de son visage gravement blessé, imprégnant la moquette. Des années de formation prirent le dessus, permettant à Pamela de réprimer ses sentiments personnels de choc et de donner l'alerte qu'elle ne s'autorisait pas à ressentir. Comme face à un manque d'entraînement, elle dégagea les voies respiratoires de Wendy du sang et des fragments de dents jusqu'à ce que d'autres infirmières arrivent pour lui prêter assistance et que les ambulanciers arrivent pour emmener Wendy. Une fois la crise passée, Pamela, se sentant quelque peu énervée par les événements de la matinée, reporta son attention sur les conséquences plus banales de l'urgence, comme ranger les meubles. Elle récupéra le sac de Wendy et se dirigea vers le bureau administratif. Puis, après réflexion, elle retourna au solarium pour ramasser les boules de relaxation là où elles avaient roulé. En les examinant, en vérifiant s'il y avait des traces de sang, elle discerna soudain ce qu'il y avait de si particulier chez elle. Généralement, les boules anti-stress étaient brillantes et mesuraient environ 2,5 cm de diamètre. Celles de Wendy, cependant, étaient minuscules, moins d'1,5 cm, et usées jusqu'à devenir lisses. Il était clair qu'elles avaient été polies par de nombreuses années d'utilisation. Cette réalisation attrista Pamela. Malgré ses imperfections, Wendy avait toujours été aimable et affable envers elle. Pam détestait être témoin de la souffrance d'une autre personne. C'était précisément ce désir d'atténuer la souffrance qui l'avait conduite à exercer la profession d'infirmière en premier lieu. Elle glissa les boules dans le sac à main de Wendy et se tourna à nouveau vers l'aile administrative, croisant 2 agents d'entretien se dirigeant dans la direction opposée. Elle leur sourit, soulagée qu'un collègue lui ait épargné la tâche d'organiser le nettoyage. Pamela jeta un coup d'œil à sa montre.
Quelle matinée! Elle se demanda s'il y avait des nouvelles concernant l'état de Wendy. Espérons que ses blessures se limiteraient à une fracture du nez et à des dommages dentaires. Pamela avait encore du mal à comprendre les actions de Wendy. Elles étaient tellement atypiques. Elle ne s'attendait certainement à rien de cette nature lorsque Wendy avait insisté pour lui parler. Pam accéléra le pas, désireuse de déposer le sac de Wendy en présence du personnel administratif, car il était strictement interdit de pénétrer dans la chambre d'un résident en leur absence. Alors qu'elle approchait du dernier virage avant d'atteindre le bureau administratif, elle rencontra le docteur Parsons, le médecin-chef de l'établissement. « Ah, infirmière Dalrymple, vous êtes précisément la personne que je cherchais. On m'a informé que vous avez été témoin d'un événement plutôt traumatisant. Veuillez entrer dans mon bureau, et faisons un rapide compte-rendu. » Très bien. Pamela suivit le bon docteur dans son bureau, situé juste derrière le bureau d'accueil principal. Il recueillit rapidement et habilement les détails de ce qui s'était passé dans le solarium. Pamela estima qu'il était de son devoir de partager les détails de la confession de Wendy, au cas où elle tenterait de se faire du mal à nouveau. Pamela ressentit une légère honte concernant sa curiosité au sujet du chapitre final de l'histoire de Wendy. Elle ne se serait pas qualifiée de personne cherchant les commérages ou tirant du plaisir des malheurs des autres. Pourtant, elle ne pouvait nier l'envie irrésistible d'en apprendre davantage sur Wendy. Que pouvait-il s'être passé pour dévaster complètement sa vie? De nombreuses personnes avaient des relations extra-conjugales et divorçaient, à tort ou à raison. La plupart se remariaient et vivaient des vies heureuses. Ils n'embrassaient certainement pas le célibat, comme Wendy l'avait fait. Docteur. Parsons inclina la tête sur le côté, et Pamela rougit sous son regard perspicace et scrutateur, submergée par une curiosité à peine dissimulée. Elle se sentit comme un enfant pris la main dans le pot de confiture. Tout va bien, Pamela. Il est naturel de vouloir connaître la fin de l'histoire. Et compte tenu de l'ampleur des aveux de Madame Harrison, je suis certain que si sa culpabilité, sa honte et ses remords ne l'avaient pas submergée, elle aurait elle-même tout révélé. Nous espérions que l'époque où elle s'automutilait était révolue. Madame Harrison a manifestement développé un attachement à votre égard, et c'est pourquoi j'ai décidé de vous montrer la section de son dossier consacrée aux facteurs psychologiques susceptibles d'affecter sa santé. Je pense que cela vous aidera à prendre soin d'elle à l'avenir. Je dois vous avertir, ce n'est pas une histoire agréable. En fait, c'est tragique. Veuillez m'informer si vous ne vous sentez pas assez forte pour entendre la vérité. Pamela acquiesça, lui signalant de continuer. Ce que je vais vous raconter provient directement des conversations que Madame Harrison a eues avec moi depuis que j'ai commencé à travailler ici. Alors, par où commencer? Le docteur Parsons baissa les yeux sur le dossier ouvert devant lui, son front se fronçant. Ah, oui, je vais reprendre l'histoire là où Madame Harrison l'a laissée, le jour où elle s'est rendue chez son amant pour mettre fin à leur relation. La nounou était déjà partie. Quoi qu'il en soit, Madame Harrison a décidé d'emmener sa fille de 9 mois avec elle à l'appartement de son amant. Selon Madame Harrison, le bébé dormait dans sa poussette lorsque Madame Harrison et son amant sont allés dans la chambre à coucher pour avoir une relation sexuelle. Les enquêteurs chargés de l'incendie n'ont jamais pu déterminer précisément ce qui s'est passé, mais ils pensent qu'il est fort probable que l'enfant se soit réveillé et ait réussi à sortir de la poussette. Ils supposent qu'elle a peut-être renversé l'une des bougies ou une lampe à huile aromatique que l'amant avait allumée pour sa maîtresse. Apparemment, il les avait dispersées dans tout l'appartement, sachant que Madame Harrison les appréciait. Pour la petite histoire, Madame Harrison a nourri une aversion permanente pour les bougies parfumées à partir de ce jour. Quoi qu'il en soit, au moment où le couple s'est rendu compte que de la fumée s'échappait sous la porte de la chambre, l'appartement était déjà la proie des flammes. Selon le récit de Madame Harrison, en ouvrant la porte, elle a été confrontée à un mur de feu infranchissable. Elle a raconté que son amant l'avait projeté hors de la fenêtre avant de sauter lui-même. Elle a tenté de rentrer dans le bâtiment en flammes pour sauver sa fille, mais son amant l'en a empêché. Lorsqu'elle l'a imploré de revenir en arrière et de sauver l'enfant, il a refusé. Les restes du nourrisson ont ensuite été découverts au milieu des débris calcinés. La seule consolation était qu'elle avait succombé à l'inhalation de fumée avant que les flammes ne la consument. Le docteur Parsons fit une pause, laissant à Pamela le temps de saisir pleinement la nature effroyable du récit. Pamela déglutit à plusieurs reprises, craignant d'être sur le point de vomir. L'épreuve de Wendy était bien plus pénible qu'elle ne l'avait imaginé au départ. Tragique était un euphémisme considérable. L'enfant de Wendy, sa petite fille innocente et sans défense, était décédé. 9 mois.
Pamela pouvait à peine commencer à imaginer la culpabilité et la dévastation que Wendy avait dû endurer. Le lendemain, les autorités informèrent son mari du sort de leur enfant et des circonstances de sa mort. Sans surprise, il la tenait entièrement responsable, entama une procédure de divorce pour adultère et obtint la garde de leur fils. Remarquant les sourcils levés de Pamela, le docteur précisa que Madame Harrison avait perdu la garde de ses fils parce qu'elle avait, à ce moment-là, déjà tenté de se suicider, démontrant ainsi son instabilité et la rendant incapable de prodiguer des soins adéquats au jeune garçon. Les 2 fils, dont je suis certain que Madame Harrison a déjà parlé, étaient exceptionnellement protecteurs envers leur petite sœur. Ils sont restés éloignés d'elle depuis lors. Elle s'est abstenue de toute relation sexuelle, car même la simple pensée d'intimité déclenche un stress post-traumatique. Comme vous le savez, elle avait une relation sexuelle lorsque son enfant a péri. Malgré nos efforts concertés, nous n'avons pas été en mesure de la soulager de ce traumatisme persistant. À cet instant, son téléphone sonna. Pamela expira de soulagement. Bien qu'elle lui ait assuré de sa force pour entendre toute l'histoire de Wendy, elle doutait de sa capacité à supporter d'autres détails. Tout était terriblement horrible. Elle aspirait à partir et à traiter les informations qu'elle venait de recevoir. Le docteur Parsons se leva, priant la personne à l'autre bout du fil d'attendre un instant avant d'informer calmement Pamela qu'il devait répondre à l'appel et lui demandant de le rencontrer à nouveau le lendemain. Il récupéra un formulaire d'autorisation sur son bureau et le lui présenta. Elle constituait l'autorisation pour Pamela d'entrer dans la chambre de Wendy afin de lui rendre son sac à main et de s'assurer que tout était en ordre. Il la congédia de son bureau, mais avant qu'elle ne puisse se diriger vers la chambre de Wendy, un agent de sécurité de l'établissement lui demanda de remplir le rapport d'incident préliminaire. Pamela soupira. Elle désirait simplement être seule pour contempler tout ce qu'elle avait appris. Bien qu'elle ait omis les détails de sa conversation avec Wendy avant l'incident d'automutilation, elle dut écrire que Madame Harrison était devenue agitée en raison de souvenirs du passé. Cela seul suffisait à évoquer des éclairs des paroles torturées de Wendy et de son visage angoissé. Pamela doutait qu'elle oublie un jour la profonde douleur dont elle avait été témoin. Finalement, après avoir suivi tous les protocoles déclenchés par la blessure auto-infligée de Wendy, Pamela se rendit directement dans la chambre de Wendy et entra. Elle ferma la porte derrière elle et s'y adossa, examinant la pièce d'un œil nouveau et perspicace. La chambre elle-même était assez typique, bien que Pamela ait observé comment certains résidents personnalisaient leurs espaces, les rendant plus accueillants. Beaucoup participaient à des ateliers d'artisanat et ornaient leur chambre de leur propre création. Wendy, cependant, avait comparativement peu fait. L'espace ressemblait à une chambre de motel générique, ornée d'aquarelles de nature morte de bon goût sur les murs et de coussins et tapis parfaitement coordonnés, mais totalement dépourvus d'inspiration. Pamela était déjà venue dans la chambre de Wendy, mais pour la première fois, elle fut frappée par l'absence d'objets personnels exposés. Pas de photographies, pas de souvenirs, rien. La chambre présentait un aménagement ouvert, avec la cuisine, la salle à manger et le salon intégrés dans un seul espace. Elle posa le sac à main sur la table de la cuisine, lava une tasse sale, versa du lait d'une brique dans le petit réfrigérateur et rangea le petit salon. Sur la table de la cuisine se trouvait une enveloppe A4 ouverte. Les bords étaient déchirés irrégulièrement. Ce détail surprit Pamela. Wendy avait toujours été si raffinée et méticuleuse. Elle ressemblait au genre de personne qui utiliserait invariablement un ouvre-lettres. Pamela réfléchit au contenu de l'enveloppe. Était-ce le testament de Wendy ? Une forme de document juridique ? La curiosité de Pamela fut piquée, mais elle résista à la tentation d'en examiner le contenu. Après avoir rangé le salon, Pamela ouvrit la porte de la chambre. C'était la première fois qu'elle entrait dans la chambre de Wendy. Wendy gardait généralement la porte fermée. C'était une pièce spacieuse, et le lit était parfaitement fait. Mais ce qui captura l'attention de Pamela, ce furent les murs. Fixés à chaque mur se trouvaient des photographies dans de simples cadres noirs de différentes tailles. Pamela se demanda pourquoi Wendy ne les avait pas exposées dans le salon. Après une inspection plus approfondie, elle réalisa qu'elles étaient disposées par ordre chronologique, en commençant par le côté droit du lit. La première était une photographie en noir et blanc d'une jeune femme radieuse en robe de mariée debout à côté d'un homme grand et beau. Leurs bras étaient entrelacés alors qu'ils se tenaient devant une voiture avec des boîtes de conserve et des chaussures attachées à l'arrière. Wendy était ravissante, pensa Pamela, avec ses traits délicats et ses grands yeux. L'incarnation même d'une mariée épanouie. L'ensemble de photographies suivant était clairement constitué de portraits scolaires de 2 garçons souriants en uniforme,
chapeau et cravate. Pamela sourit à leur sourire édenté. Chez le plus jeune, elle pouvait discerner un soupçon de Wendy, et chez le plus âgé, l'homme de la photographie de mariage. De toute évidence, c'étaient les fils de Wendy. Pamela se demanda quel était leur nom. À côté des photos scolaires se trouvait une photo prise devant une église. C'était évidemment le même homme que sur la première photo de mariage. Mais la mariée était différente, et il ne regardait pas l'appareil photo. Le mari s'est remarié, supposa Pam. Elle se demanda qui avait pris la photo et l'avait partagée avec Wendy. Peut-être un ami. Combien il devait être difficile pour Wendy d'être témoin du bonheur de son ex-mari, de le voir passer à autre chose. Pamela savait que cela la dévasterait si elle venait à perdre son propre Jack. Un rapide coup d'œil aux photographies restantes révéla que les portraits scolaires des fils de Wendy étaient les derniers des photos posées. Une photographie sur le premier mur attira l'attention de Pamela parce qu'elle ne comportait aucune personne. Au lieu de cela, il s'agissait d'une image sombre d'une pierre tombale solitaire. La pierre était assez frappante, taillée dans du granit noir, avec un ange magnifiquement sculpté et des fleurs cascadant sur un côté de sa face. Pamela s'approcha pour lire l'inscription « Sophie Harrison ». C'était donc le nom de la fille de Wendy. Le cœur de Pamela se serra légèrement au mot gravé en dessous « Marchez doucement, car un ange repose ici ». Elle entendit à nouveau la voix de Wendy décrivant sa petite fille comme un ange, et elle ressentit à nouveau la souffrance vive de la perte de Wendy. Avalant la boule dans sa gorge, Pamela passa aux 2 photos suivantes. Elles avaient été prises de loin et semblaient être des images agrandies de 2 jeunes hommes, les fils de Wendy. Juste à droite, 2 autres photos de mariage, toutes 2 prises devant des églises différentes avec 2 couples mariés différents. Encore les fils de Wendy, pensa Pamela. Elle se tourna vers le mur suivant. Il y avait là 2 ensembles, chacun représentant des enfants différents. Elle ne put s'empêcher de sourire. Les photographies capturaient des enfants en mouvement, des visages souriants et transpirants courant sur des jambes fines à travers un terrain de soccer. D'adorables petites ballerines, des expressions déterminées alors qu'une batte se balançait, prête à expédier la balle hors du terrain. Les petits-enfants de Wendy étaient adorables et merveilleux. Ils rappelaient à Pamela ses propres 2 garçons, qui avaient également aimé le soccer et le baseball. Et pourtant, prises ensemble, les photographies racontaient une histoire profondément troublante d'isolement. Pas un seul enfant sur aucune des photos ne regardait directement l'appareil qui avait capturé ce moment de sa vie. Aucune photographie ne montrait un enfant souriant à la personne derrière l'objectif. L'effet était d'exclure le spectateur de la scène. Pamela continua sa lente promenade à travers la pièce. Chaque série de photographies montrait à la fois des lieux importants et des sorties familiales. Ayant terminé de parcourir la pièce, Pamela se plaça au centre et se tourna lentement sur elle-même. Ses yeux embrassèrent toutes les photographies et l'horreur qu'elles véhiculaient. Une vague de désespoir la submergea. Pas étonnant que Wendy ait toujours eu l'air si triste. Pas étonnant que même ses sourires aient semblé empreints de chagrin. Suivant son intuition, Pamela retourna au salon et ramassa l'enveloppe A4. Elle lui donna une légère secousse, et 2 feuilles glissèrent sur le dessus de la table. L'une d'elles était une autre photographie. Pamela la ramassa. Elle montrait un petit enfant, peut-être âgé d'1 an et demi. Pamela imagina qu'il était adorable avec ses boucles claires et son large sourire. Elle pouvait presque entendre son rire alors qu'un homme âgé souriant le poussait sur une balançoire, tandis qu'une femme plus âgée se tenait à côté de l'homme, riant également. L'homme était peut-être plus âgé et plus grisonnant, ses épaules n'étaient plus aussi larges ou droites, mais Pamela pouvait encore reconnaître Ronald Harrison, l'un des maris de Wendy. L'autre feuille, portant l'entête d'une agence de détectives privée, était simplement un rapport. Chère Madame Harrison, veuillez trouver ci-joint une photographie de votre dernier arrière-petit-fils, comme vous l'avez demandé. Nous pensons qu'ils l'ont appelé Joshua. L'homme qui le pousse sur la balançoire a été identifié comme Ronald Harrison. La femme est Jennifer Harrison. N'hésitez pas à nous contacter si nous pouvons vous être d'une quelconque assistance. Pamela ramassa la photographie une fois de plus. Elle savait exactement ce qu'elle devait en faire. Elle fouilla dans les tiroirs de Wendy et trouva quelques épingles. Avec un air délibéré de rituel, elle entra dans la chambre, la photographie à la main, et la fixa au-dessus du lit, le seul espace inoccupé restant si Wendy souhaitait maintenir l'ordre chronologique du mari, des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Contrairement aux autres, elle n'était pas encadrée, mais Pamela sentait que son importance justifiait son inclusion dans la collection organisée de Wendy.
Elle scruta la pièce une fois de plus, frappée par sa profonde tragédie. Chaque photographie servait de témoignage frappant d'une vie vécue par procuration par une femme qui n'avait jamais vu ses descendants en personne, seulement à travers la perspective détachée de l'objectif d'un détective privé. Wendy avait payé un lourd tribut pour ses décisions irréfléchies, son égoïsme et son imprudence. Bien que Pamela sache qu'elle devait partir, elle se sentait inexplicablement incapable de le faire. Poussée par une force invisible, elle s'approcha de la première photographie, celle qui capturait le jour du mariage de Wendy et Rani. Elle scruta le visage de Wendy. Elle paraissait si joyeuse, si radieuse, souriant avec adoration à Rani. Tout son visage rayonnait d'amour. Pamela n'avait jamais vu une telle expression sur le visage de son amie de 91 ans. Comment une femme qui avait manifestement tant aimé son mari avait-elle pu perdre de vue cette affection? Comment avait-elle pu le trahir si complètement? Soudain, une prise de conscience naissante, une vérité profonde, fit surface dans la conscience de Pamela. Cette pièce aurait pu être la sienne. Cet avenir aurait pu être le sien. Cela pourrait devenir sa vie. Vieille et seule, résidant dans un établissement de soins infirmiers. Privée de visiteurs, dépourvue d'amour. Une vie vécue uniquement à travers le regard impersonnel de la caméra de quelqu'un d'autre. Wendy avait eu raison, après tout. Pamela avait vraiment besoin d'entendre son récit édifiant. Jetant un dernier regard persistant sur une vie totalement gaspillée, Pamela envoya un message à Randall, lui demandant de ne plus jamais la contacter ou communiquer avec elle. Une vague de profond soulagement la submergea. Elle se sentait comme si elle venait de sortir indemne de la carcasse d'un accident de voiture catastrophique. Elle avait hâte de rentrer chez elle et d'embrasser ses 2 fils. Elle ressentait une envie irrésistible de les serrer fort et de ne jamais lâcher prise. Elle avait besoin d'embrasser son mari et de lui exprimer la profondeur de son amour et de sa gratitude. Elle avait besoin qu'il sache qu'il constituait son monde entier, à présent et pour toujours. Bien sûr, au matin, elle serait probablement saisie par l'envie de les étrangler tous pour avoir laissé traîner du linge sale sur le sol de leur chambre, mais elle ne pouvait réprimer la pensée de ces 3 hommes qu'elle désirait simultanément étreindre et punir. Kan ikke uddybes. Nej. Det er der jo ikke meget for. Jeg kan legit snart... Jeg kan snart ud og kaste en balje vand i hovedet på mig selv, det mener jeg sgu. Åbn et vindue. Du tror ikke, mit vindue er åben? Eller hvad? Hvordan ved du, mit vindue ikke er åben? Nej, men jeg har lukket døren ind til værelset, fordi jeg også er en okay nabo og tænker på støjting. Bare kasse. Ind i chatten, hvis jeg skal smide tøjet. I guess jeg godt kan tage den der med. Stop med at skrive 1. Login, gooners. What the fuck? Hej Guts, velkommen til med. Sker der, jeg legit høster wealth på det her, wealth på det her ting. Det lyder som en kickstream. Hvorfor? Jeg kan da godt sidde bare kasse her, uden der sker noget ved det. Ikke at jeg vil byde jer det. Ud som privat, men hey. Bare panicam. True. Jeg kan ikke finde, om min hals er ved at få det bedre, eller ved at få det værre. Det er irriterende, at du er her. Vil du ikke godt gå væk? Tak. Det er også irriterende, at du er der. Man skal bruge testosteronpiller til. Stop nu med at pinde alle mulige mærkelige ting. Det er sygt dårlig markedsføring. Så det første, en ny viewer ser, når de kommer ind på streamen, det er, at der står hænderne under dynen on guard. Fjern den! Tak. Hej Benny. Har jeg sagt det forkert? Sorry. Hej Barney.
Er det 100.000 points til alle, hvis jeg taber mit overløn? Gå nu fucking væk. Nej. Jeg vil godt gå med til 10.000. Der skal ikke gå inflation i det. Ingen af udtalelserne er rigtige, men det går nok. Jo. Der står Barney. Gå nu væk med jer. Altså, må jeg ikke bare finde den der blaze spawner snart? Okay, så nu bugger spillet bare, I guess. Det er fint nok. Mis, hold nu kæft. Giv mig 2 millioner, så skal jeg vise dig, hvordan man fordobler. Ja, same. Jeg forstår ikke helt det her Fortress, må jeg indrømme. Jeg synes, det plejer at være todelt. Så der plejer at være de her indelukkede dele, og så plejer der at være mobspawner-delen. Bare 9, ja. Sorry, MH, jeg instigerede. Nej. Han kan godt tænke selv. Arbejdsløs Maxa. Same. Ikke frivilligt, dog. Skal jeg have noget fuldstændig åndssvagt, by the way. Jeg har lige søgt job i Tottenham som grafisk designer. Puh. Kan jeg komme herned uden at dø, og så bare blokke dem af? Thank you. Haha, åndssvagt. Ja, men de søgte. Så tænker jeg skal søge nogle ting alligevel, ja. Skrev du så, at du er Crystal Palace-fan? Nej. Altså, jeg kan jo også godt, du kan godt arbejde i en anden fodboldklub, uden at være fan af den. Der er fandme mange, der gør. Selvom man skulle tro, det var ulovligt. Altså, hvor mange af de der fuckers skal der være, mand?